des bureaux, un postdoc de notre labo qui est maintenant recruté au SEM, notre laboratoire. Des économistes, on va dire, en général, et trois spécialistes de la conservation en Afrique subsaharienne, deux biologistes de la conservation et une institutionnaliste, on va dire, aux sciences humaines, qui a fait sa thèse, Mohan Bagay, sur les partenariats publics-privés, justement, dans la conservation en Afrique subsaharienne. Et donc, nous appelons ce type de partenariat Collaborative Management Partnerships. Donc, on va parler beaucoup de CMPs, CMP ou PPP, partenariat public-privé. Je vais la souris. Ouais. Donc, je vais présenter très classiquement le contexte, les méthodes et les résultats. Donc le contexte, c'est celui de la crise de la biodiversité, que vous connaissez très bien, voire beaucoup mieux que nous, sciences humaines, avec un driver majeur qui est les changements d'utilisation des sols, qui concernent donc notamment des changements dans les milieux terrestres, qui vont nous intéresser ici. Et donc les aires protégées couvrent une très grande surface, puisqu'elles couvrent aujourd'hui 50 millions de kilomètres carrés. Et il y a plus de 300 000 aires protégées dans le monde. Et il y a des objectifs que vous connaissez tous, de 2030, de protéger 30% des surfaces terrestres et marines. Et donc cet enjeu de couvrir de plus en plus de surfaces est aussi à mettre en face des restrictions et des règles de conservation qui sont appliquées dans ces aires protégées, qui sont souvent, notamment dans les pays du Sud, où on parle beaucoup de parcs de papier, de paper parks, où finalement les contraintes et les régulations sont relativement faibles, mais finalement autant au Sud qu'au Nord, mais principalement au Sud où il y a des problèmes de moyens et de mise en œuvre, que je vais rappeler rapidement avant de rentrer dans le sujet de notre étude. Et donc il y a finalement aussi peu de littérature, que ce soit en sciences humaines ou en sciences plus dures, on va dire, qui cherche à quantifier l'impact des mesures de conservation, que ce soit sur l'environnement ou sur les sociétés. Donc il y a une littérature assez récente. Et finalement, il y a le problème de l'additionnalité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se serait passé sans mesure de conservation, est une vraie question sur laquelle nous, économistes, on travaille particulièrement parce que on a des outils qui sont pas mal adaptés à ces types de problèmes. Mais donc ça nécessite de construire un scénario contrefactuel afin de dire voilà qu'est-ce qui se serait passé sans, à moins de faire une expérience contrôlée, ce qui commence à arriver dans les sciences humaines, notamment en économie depuis les années 2010, on va dire, mais qui n'ont pas encore lieu dans la conservation pour des raisons tout simplement de moyens, puisque ça demande beaucoup de moyens et c'est assez difficile à en mettre en œuvre puisqu'il faut avoir des aires comparables et pouvoir convaincre que finalement le contrôle est vraiment comparable au traité, ce qui est assez rare dans la conservation, puisque si on veut conserver une zone, c'est pour des raisons bien précises, qu'il n'est pas forcément facile à trouver. Et finalement, de plus en plus en économie notamment, mais je pense qu'en biologie c'est beaucoup plus ancien, on s'intéresse à des relations causales. Et donc on va avoir des outils assez élaborés de méthodologie statistique pour pouvoir parler d'effets causaux et non pas juste de corrélation. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais voilà, en discussion, je pourrais un peu décrire notre estimateur. Je vais essayer de vous donner l'intuition et comment ça marche. Normalement, c'est pas trop compliqué. Donc voilà, l'efficacité des aires protégées. Donc on sait, il y a une étude récente qui montre au niveau pays, donc au niveau global, que l'efficacité en comparant l'intérieur des aires protégées à leurs frontières, dans ce qu'on appelle un regression discontinuity design, donc on utilise la discontinuité de la frontière pour essayer de comparer dedans-dehors, et il montre que finalement seulement 30% des aires protégées sont efficaces, donc efficaces au sens où
on voit alors là, c'est notamment sur la couverture forestière, ce qui va être notre cas aussi. Donc, on dispose d'imagerie satellite, ce qui facilite l'étude de ce type d'outcome. Et donc, il montre que seulement 30% des aires protégées peuvent être utilisées pour prouver qu'à l'intérieur et à l'extérieur, c'est significativement différent. Euh, et donc, on peut parler de conservation efficace. Et c'est en particulier, les problèmes d'efficacité sont en particulier prégnants dans les pays du Sud, qui sont aussi, comme on le disait juste avant en discussion, qui sont aussi les pays les plus riches au niveau de la biodiversité, notamment les zones tropicales, et qui ont des ressources limitées pour les mettre en œuvre, voire aussi des enjeux parfois conflictuels, des nécessités ou des besoins de développement qui peuvent entrer en conflit avec les besoins de conservation. Et c'est encore notamment le cas en Afrique subsaharienne, qui concentre beaucoup de pays à faible revenu. Et la littérature montre qu'en effet, c'est d'autant plus le cas sur ce continent. Alors, il y a aussi des études récentes qui montrent qu'en Europe, on peut montrer qu'il y a aussi des problèmes d'additionnalité. Donc, est-ce que les parcs en Europe permettent vraiment la protection de la couverture, de la canopée qu'on voit par satellite? Donc, ça a été remis en cause très récemment dans une étude sur les 40 dernières années. Donc, preuve que ce n'est pas un problème uniquement avec subsaharienne ou des pays du Sud. Et donc, on va se poser la question de comment améliorer cette problématique, comment améliorer la conservation. Donc, très rapidement, on a un problème de biais de situation qui fait que les aires sont souvent peu sous pression de systèmes anthropiques, donc avec une faible pression anthropogénique, parce qu'ils sont loin et plutôt inaccessibles, remote. Donc c'est le cas notamment du parc national Salonga en plein milieu de la RDC, qui est souvent pris comme exemple. Et donc finalement, dans ces endroits, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Et donc on va aussi voir dans notre présentation que pour évaluer l'efficacité, il faut prendre en compte aussi la pression initiale. Mais il y a aussi des problèmes de gouvernance, donc évidemment des manques de financement, mais aussi de capacité, donc de gestion, mais aussi de gouvernance, du fait d'institutions plus faibles, moins dotées, et sans parler des problèmes de conflit et d'instabilité qui vont rendre la mise en œuvre de régulation et de règles de conservation encore plus difficile. Et finalement, il y a, comme je le disais, une certaine conflictualité entre les objectifs environnementaux et de développement économique, avec une dépendance notamment en Afrique subsaharienne des riverains des aires protégées pour leur survie, de l'agriculture et donc de certains changements, de certaines utilisations des sols. Donc ce constat de limitation de capacité pousse à essayer de trouver des nouvelles façons de faire de la conservation. Et c'est dans ce contexte qu'ont émergé dans les années 2000-2010, je dirais, des acteurs privés, parce que les ONG sont aussi considérées comme privées puisque non publiques, donc non gouvernementales en tout cas, qui interviennent, notamment en Afrique subsaharienne. Alors, ils vont permettre, en fait, dans les années 90, déjà, il y a eu des partenariats. Le nom m'échappe, il y a un acronyme ICDP, je crois, ou quelque chose comme ça, où il y avait des ONG qui faisaient des partenariats avec des parcs, donc, ou des institutions de conservation. Et en fait, c'est plutôt des partenariats de court terme et d'aide technique. Donc, ça pouvait être aussi de l'aide financière, mais c'était très orienté sur un projet et sur certaines méthodes. Et depuis les années 2000-2010, il y a des partenariats de long terme qui sont contractuels et qui visent aussi à aider à la gestion, donc management et capacity transfer, donc c'est-à-dire à aider à développer des capacités de gestion sur place.
Et donc, c'est dans ce contexte que sont de plus en plus influentes les grandes ONG de la conservation, parfois appelées bingos, notamment par leurs détracteurs, comme de WWF, qui a été critiqué pour certaines violences de leurs éco-gardes dans le nord-est de la RDC, World Conservation Society, African Parks Network, pardon, dont je vais qui est finalement un des plus connus, mais aussi un des plus controversés. Donc ils ont fait beaucoup de publicité. Ils ont été créés par des anciens des forces spéciales sud-africaines. Donc on est dans un contexte quand même de post-colonial assez typique, assez compliqué. Ils ont 22 parcs dans 12 pays aujourd'hui en Afrique subsaharienne et ils ont notamment eu des partenariats. Ils ont été représentés par Leonardo DiCaprio, etc. Ils sont très visibles, mais aussi très actifs dans des parcs, notamment le parc le plus ancien de la RDC où a travaillé pendant 4 ans mon collègue co-auteur de cet article en tant que évaluateur pour les Virunga, donc le premier parc subsaharien qui se trouve au-dessus de Goma, à l'est de la RDC. Et finalement, il n'y a qu'une seule étude sur ce nouveau type de conservation qui se concentre uniquement sur African Park Network et qui a été publiée dans PNAS, donc 6 mois avant notre article, mais qui concerne uniquement cette ONG-là et qui a finalement assez peu de résultats puisque la puissance statistique est un peu limitée. Et il s'intéresse par contre à plus d'outcomes. Il y a vraiment des outcomes de biodiversité, de conflits, alors que nous, on va regarder uniquement la couverture forestière. Donc juste pour illustrer, donc ça c'est tous les pays qui sont concernés par les 22, j'ai dit, ouais, ou 24, 22 parcs de African Parks, donc qui a commencé notamment surtout en Afrique de l'Est et qui ensuite s'est étendu en Afrique centrale et même jusqu'à plus récemment en Afrique de l'Ouest avec un parc, le parc du W au Niger et le nord du Bénin. Enfin, qui est co-frontalier dans les deux. Et il y a un autre parc, le Pendjari au Bénin. Donc, qu'est-ce que c'est que ces PPP de la conservation? En gros, pour faire simple, c'est une délégation de la gouvernance et ou de la gestion. Donc, historiquement, on va avoir, donc j'avais dit, il y avait des partenariats avec des ONG ou des privés, et en fait, c'était plutôt de la technical and financial support, donc c'était de l'aide technique et financière. Et donc, on ne va pas considérer ça comme un collaborative management partnership, donc notre traitement, notre variable d'intérêt, ce sera tout ce qui sera au-delà de l'aide financière et technique de court terme. Et donc, on va parler de gouvernance et de gestion partagée jusqu'à gouvernance et gestion déléguée, où là, l'État ou le ministère de l'Environnement ou des forêts délègue directement toute la gestion et donc laisse le parc sous l'entière responsabilité de l'ONG. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cet article? On va d'abord tout simplement décompter les PPP de ce type en Afrique subsaharienne, puisque ça n'a jamais été fait. Donc, le premier est apparu en 1990 en Zambie. Mais finalement, nous, on va utiliser des données satellites qui commencent en 2000, donc on va utiliser la période, on va uniquement étudier la période 2000-2023 au niveau annuel, et on va quantifier l'impact sur la déforestation, donc c'est des pertes de couvert végétal détectées par satellite sur le continent africain. Et donc, on a dans notre échantillon 122 aires terrestres. Il y en avait 5 marines ou marines et terrestres qu'on a enlevées puisqu'il n'y avait pas l'enjeu de la conservation forestière. Et ça concerne près d'1 million de kilomètres carrés dans 16 pays à la fin de 2023. Et donc, ces PPP sont réalisés avec 48 organisations partenaires internationales ou locales et dont une qui est vraiment privée et notamment pas mal décriée, qui est à Madagascar, qui est l'entreprise Rio Tinto, qui est beaucoup connue pour des dégâts environnementaux, notamment au Brésil, qui est voilà, donc c'est un contexte un peu particulier. Et je vais reparler de Madagascar parce que la moitié de notre échantillon est à Madagascar.
mais nos résultats ne sont pas sensibles au retrait de cette moitié de l'échantillon, qui est très spécifique, mais je reviendrai dessus très rapidement. Donc voilà, ça c'est l'évolution de ces PPP, donc de 90 à 2020. Donc avant les années 2000, j'ai parlé du premier parc qui était en 90, mais en gros, avant les années 2000, il se passe vraiment quasiment pas grand-chose en termes de nombre d'aires protégées, en termes de surface et en termes de pays concernés. Donc on a 100%, c'est 16 pays en 2023. Et donc il y a une explosion après 2010 notamment. Et donc voilà, là, vous avez les parcs en coloré qui sont les parcs concernés par notre étude, avec, parce qu'on va réaliser un matching pour pouvoir avoir des aires protégées et contrôle, pour les comparer à nos aires protégées gérées en PPP, en partenariat public-privé. Et donc en grisé, vous avez toutes les aires protégées et contrôle potentielles, on ne va pas toutes les choisir, je vais expliquer ça. Et vous avez les aires protégées qui sont concernées, qui sont mises en délégation ou en accord de coopération sur la gestion et la gouvernance, qui sont de couleur donc foncé avant 2000, donc il y en a assez peu, et finalement en vert et jaune entre 2000 et 2023, avec cette extension à l'Afrique du centre et de l'ouest, comme je le disais, à partir des années 2015. Et la moitié, encore une fois, de notre échantillon se trouve à Madagascar, avec des aires protégées beaucoup plus petites, avec des ONG beaucoup plus locales, beaucoup moins internationales, et notamment du fait d'une loi en 2014 qui, pour subvenir aux besoins de ces aires protégées de l'État, qui incite les aires protégées, je ne crois pas que ce soit une contrainte, qui les incite à réaliser des partenariats avec des ONG. Mais c'est beaucoup d'ONG locales et c'est beaucoup plus petites aires. Et donc, on montre que nos résultats ne sont pas sensibles au retrait de cette moitié de l'échantillon, une soixantaine d'aires protégées en partenariat après 2014 à Madagascar. Donc, comment on va faire ça? Donc, on a nos 122 parcs traités et on va les comparer à des parcs, disons, classiques et en utilisant un estimateur qui s'appelle c'est un staggered diff in diff, donc c'est un différence en différence. Ça, je ne sais pas si vous êtes, mais en gros, c'est comme ce que vous appelez BASI, Before After Control Intervention. Donc en fait, on a une différence entre traité contrôle et une différence avant traitement et après traitement. Et sauf que cet estimateur qui est mis en œuvre sur des politiques publiques ou des traitements qui sont échelonnés dans le temps, donc staggered, échelonnés, vise en fait à mieux contrôler les effets fixes année, les spécificités annuelles et les spécificités de chaque parc qui vont, du fait de ce traitement échelonné dans le temps, être mieux prises en compte. Et donc, on réalise une analyse au niveau cellules, des cellules de 5 km de côté, donc 25 km². Sur le couvert végétal, c'est les données Global Forest Watch qui sont disponibles depuis 2013, mises en ligne par l'Université du Maryland et qui sont donc au niveau global, qui disent chaque année, donc qui donnent un couvert végétal en 2000, première année de mise en œuvre, et qui a pour des pixels de 30 mètres sur 30 mètres, donc un arc seconde à l'équateur. Donc à l'équateur, ça fait à peu près 30 mètres sur 30 mètres et un peu plus quand on s'en éloigne. Et donc chaque année, qu'ils disent est-ce que cette cellule a été de 30 mètres sur 30 mètres a été coupée ou est-elle restée couverte de canopée. On fait un échantillonnage d'un tiers pour des raisons de capacité de calcul. Et ensuite, on match nos aires protégées au niveau aires protégées avec 991 aires protégées potentielles, donc contrôle potentiel, en respectant le même statut, designation status. Donc ça, c'est aire protégée nationale. Donc en France, on a régional, mais ça peut être aussi des réserves de chasse. Il y a différents types de statuts. On respecte aussi le biome et donc, je vais rentrer dans les détails de ce matching un peu plus tard. Et on a 35% de la surface protégée totale qui est traitée dans notre échantillon. Et donc, on fait une différence. Donc, si
et average treatment effect, en permettant de regarder les effets après traitement. Donc, pour mettre en œuvre ces estimateurs, il est important que la politique soit échelonnée dans le temps et donc qu'il y ait une grande variabilité de la mise des années de traitement tout simplement. Et donc on voit qu'il y en a 10 qui sont traités avant 2000 qui vont être exclus de l'échantillon, ce qui va faire qu'à la fin on va avoir uniquement 80, une centaine, un tout petit peu moins de 100 aires protégées traitées dans notre échantillon, parce qu'il faut aussi qu'on trouve un match particulièrement assez convaincant, et donc parfois on a dû en exclure aussi pour ça, par notamment les aires protégées d'Afrique de l'Ouest, du Bénin et du Nigeria. Et donc, on a des traitements à peu près toutes les années avec 64 aires protégées. Donc là, c'est vraiment la moitié de notre échantillon à Madagascar après la loi de décentralisation de la conservation de 2014. Et donc, ça fait près de 18 000 cellules de 25 km² qui vont être étudiées. Donc, juste pour l'intuition sur la différence, une différence. Donc, encore une fois, c'est une différence avant-après traitement. Donc, ça, si T, c'est la date du traitement, on va comparer la différence, cette différence à cette différence. Donc, c'est la différence avant-après contrôle intervention. Et donc, on va, en fait, l'effet du traitement, ça va être cet écart-là qui est issu de cette double différence. Donc là, c'est vraiment ce type de méthode qui est mise en œuvre, mais en plus élaboré, puisqu'on va avoir une date de traitement qui va varier dans le temps. Donc, pour un peu l'intuition, si il y a un parc au Bénin qui est traité en 2005 et un parc en Zambie qui est traité en 2015, eh bien, on va fixer T0, la date de traitement, qui sera 2005 pour le Bénin et 2015 pour la Zambie, et on va comparer les années précédentes au traitement, tout en contrôlant par les effets années, les effets pixels, mais aussi les effets pays ou parc. Et donc, on va estimer l'effet du traitement sur les années après en les comparant avec l'évolution pré-traitement. Excuse-moi. Oui, tu peux préciser ce que tu veux dire par traitement? Ah, pardon. Donc, on appelle, nous, notre traitement, c'est le fait d'avoir mis en place un partenariat public-privé. Donc, l'année 0, ça va être avant, l'année d'avant la mise en place du partenariat, qui peut être un petit peu arbitraire de temps en temps parce que ça peut mettre 4-5 ans. Donc, notamment, je vais vous montrer qu'il est important qu'on ait des tendances parallèles avant traitement entre les traités et les contrôles. Et parfois, on peut s'attendre à ce que, comme il y a des choses qui sont faites en amont de la collaboration avec une ONG, on s'attend à ce qu'il puisse y avoir des effets un peu pré-traitement. Et sur l'axe des Y, alors c'est... Et là, on va avoir la déforestation en pourcentage du pixel. La seule métrique que vous avez analysée, c'est la déforestation. Ouais. Qui est une limite importante, hein, parce que ça peut être, c'est très indirect. C'est pas forcément parce qu'on protège le couvert végétal qu'on a plus de biodiversité. C'est pas forcément parce qu'on a de la forêt qu'on a notamment. J'avais une question intéressante sur le fait que les éléphants peuvent abattre des arbres, et donc finalement le couvert forestier dans un parc qui cherche à conserver des éléphants peut être inversement proportionnel, enfin corrélé négativement avec la population. Donc voilà, c'est assez indirect, mais ça nous permet d'avoir quelque chose de comparable pour tous les parcs, et donc c'est le seul. La seule chose qu'on va regarder après, il y a des données d'oiseaux qui sont utilisées dans l'eau de papier, par exemple, de iBird, je crois, qui sont disponibles un petit peu en Afrique subsaharienne, qui sont aussi très biaisés parce que ça dépend beaucoup des endroits. Plus il y a de touristes et plus il y a de spécialistes de la conservation qui s'y rendent, et plus on va avoir de relevés. Mais il y a beaucoup de zones où on n'en a pas. Donc voilà, il y a pas mal de limites sur les autres indicateurs. C'est aussi pour ça qu'on prend celui-là. Et donc, pourquoi on va réaliser, en plus de cet estimateur qui normalement est suffisant pour regarder une relation de causalité à partir du moment où le traitement est relativement exogène. Donc, le fait que la mise en place de ces PPP soit pas corrélée au fait que le pays est plus instable, que le pays a moins de moyens, ou à d'autres variables qui sont définitivement liées à la qualité de la conservation, et donc qui vont nous embêter puisqu'elles vont être elles vont rendre endogène finalement notre traitement. Donc par endogène, on dit c'est lié aux caractéristiques du parc qui vont lui-même
qui va lui-même être lié à l'évolution du couvert forestier ou en tout cas de la conservation effective. Et donc ça nous embête un peu. Donc par exemple, on peut mettre en avant le fait que les pays qui mettent en œuvre ce type de partenariat sont plutôt moins riches, donc ils ont un PIB plus faible. Et donc là, c'est pas significativement différent, mais on montre que finalement, il y a quand même une différence structurelle entre les pays qui les mettent en œuvre. Ils sont plutôt moins riches et plutôt le State Capacity Index, donc ce Basic State Capacity Index, c'est un indice de la Banque mondiale qui prend en compte un grand nombre de variables que je n'ai pas listées là, mais qui sont en gros la qualité des institutions, la corruption, voilà, il y a une trentaine de variables qui sont relevées par la Banque mondiale et qui donnent un indice de capacité de gestion de l'État. Et globalement, ces États, en plus d'être un peu plus pauvres, ils sont un peu moins ils ont des institutions un petit peu moins fortes. Donc ça montre l'idée que finalement, il y a un biais de sélection, c'est-à-dire que les parcs qui vont être traités arrivent dans des pays qui sont un peu différents et donc pas forcément comparables, ce qui va nous pousser à réaliser, en plus de l'estimateur échelonné dans le temps, un matching. Donc là, ici, il faut regarder que les triangles gris qui montrent que les traités, quand on les observe à la lumière de différentes variables très classiques qui sont un peu toujours les mêmes, qui ne nécessitent pas de données de terrain, sont plus loin de la première ville de plus de 50 000 habitants. Ils sont plus loin du premier village qui est décrit juste comme une unité de population à partir d'un certain seuil que j'ai oublié, mais qui est beaucoup plus petit que 50 000. Ils sont plutôt plus couverts en 2000, donc avant tout traitement, ils ont plus de forêts que les parcs qui vont pas faire de partenariat. Ils ont plus de cellules loin de la frontière du parc, de la limite du parc, donc en gros ils sont plus grands. Et ils sont plutôt dans des biomes de forêt tropicale humide. Voilà, ils sont un peu plus pentus. Bon là, quand on est en dehors de cette 0,25, un quart de l'écart type de la variable, on considère que la différence n'est plus très significative, mais ils ont aussi plus de couverture agricole. Ils ont plus de land use agricole au sein de leur parc en 2003. On n'a pas la variable en 2000 avant traitement. Et ils sont un peu plus en zone montagneuse ou de relief. Pardon, ils sont plus en plaine. Oui, d'ailleurs, c'est en plus quelque chose d'assez important parce que oui, justement, ils sont plutôt plus. Il y a il y a moins d'agriculture. Il y a moins d'agriculture et ils sont plutôt en plaine, ce qui en fait des zones pour le coup un peu, du point de vue de l'agriculture, moins pressurisées, mais par contre, c'est des zones de plaine qui peuvent être, notamment les grands parcs d'Afrique de l'Est, qui peuvent être un petit peu, pour le coup, subir une pression anthropogénique. Donc voilà, là, je vous montre les parcs qui sont finalement retenus dans l'échantillon. Donc en bleu, on a les PPP, les parcs en PPP, donc les traités, on va dire, qui sont appareillés, donc matchés avec ceux en gris foncé. Donc on perd encore une fois une grosse partie de l'Afrique de l'Ouest où on n'avait pas de contrôle adéquat, puisque on a des contraintes sur le matching que je vais montrer tout de suite, qui est que on veut avoir un. Donc après, on peut changer les paramètres, donc notamment le caliper, donc ça, je peux vous montrer en robustness. Mais en gros, on a besoin d'avoir des parts comparables, et c'est pour ça que quand on n'a pas de match assez satisfaisant, on les exclut. C'est ce qui nous permet d'avoir après matching, donc cette fois-ci des points verts, aucune différence significative entre les parcs traités et les parcs contrôle. Je ne peux pas aller trop dans le détail, il faut que j'avance aussi. Donc ça, c'est la méthode juste de découpage des cellules, donc c'est assez basique. Avec, encore une fois, on conserve à la fin qu'un échantillon aléatoire de 1/3 des cellules.
pour limiter le temps de calcul, parce que sur les 18 000 cellules, l'estimateur est un peu demandeur en temps de calcul, et donc ça prend déjà quelques semaines, et donc c'était pour éviter que ça prenne des mois, ce qui complique tout la mise en œuvre de la méthode. Donc ça, c'est l'event study, donc c'est l'analyse, donc c'est le résultat principal, c'est l'analyse des effets après traitement. Donc on voit que le traitement, c'est le fait de faire un partenariat. Donc encore une fois, je disais au Bénin, un parc qui est mis, qui fait un partenariat public-privé l'année 2005, et ben on va forcer en fait. Donc le Bénin ici, ça sera l'année 2004, et j'ai dit la Zambie qui est traitée en 2015, bah pour la Zambie l'année d'avant, ce sera l'année 2014. Et donc on compare la couverture forestière avant la mise en place de ces PPP avec après. Donc qu'est-ce qui est nécessaire d'avoir pour ce graphe? En général, il y a une hypothèse principale qui est les tendances parallèles. Donc ce qui est important, et donc là, ce qui est ploté ici, c'est la différence entre les traités et les contrôles. Et donc, ce qui est important, c'est que cette différence avant traitement, elle soit pas trop significative. Alors, on voit qu'en fait, on a un petit peu moins de couvert végétal dans les traités avant la mise en place des parcs. Donc, ça pourrait poser problème. Nous, on l'explique en se disant que il peut y avoir des infrastructures qui sont mises en œuvre, ou en tout cas, il peut y avoir une couverture végétale un petit peu différente avant traitement. Ce qui est important, c'est que globalement, on a des différences qui ne sont pas vraiment significatives, et surtout pas de tendance à la hausse ou à la baisse avant, donc une tendance significative différente entre les traités et les contrôles. Et en revanche, on a des effets donc tout juste significatifs, mais très robustes et assez importants en amplitude après traitement, mais qui n'adviennent que 7 à 10 années après le traitement. Donc ça, c'est intéressant, c'est d'abord de voir que l'effet n'est pas automatique et n'est pas direct. Il prend quelques années, mais c'est pas tellement étonnant quand on considère la mise en œuvre de ces partenariats qui sont quand même assez longs, et des mesures de conservation qui sont quand même assez lourdes. Et donc on a un effet total moyen. Donc là, c'est quand on moyenne tous ces effets sur les 14 années. Donc les écarts types augmentent dans le temps, puisque comme on considère uniquement, on ajuste tous les parcs pour avoir l'année de traitement calée à zéro, ben plus on s'éloigne de cette date, on va avoir des parcs traités tard qui ne vont pas être observés ici, ou des parcs traités tôt qui ne vont pas être observés ici. Et sachant qu'on a plutôt des PPP qui sont mis en œuvre dans les années 2010-2015, et donc on va avoir plutôt un bon échantillon à 15 ans avant la mise en place des parcs. En revanche, on a peu de parcs qu'on observe 7, 8, 9, 10 ans après la mise en place, ce qui explique ces écarts types très, très élevés, donc tout simplement la taille de l'échantillon qui réduit. Et donc quand on fait la moyenne de... Ouais, juste... Là, c'est la perte de couverture. En pourcentage du pixel. Ouais. Alors, une perte, je ne comprends pas que ce soit, c'est moi qui est très type minus contrôle. La perte, c'est à combien je suis au départ, et après traitement, c'est si je fais la différence. Donc moi, j'aurais vu contrôle moins tritide. Enfin, non, là, c'est très peu de contrôle. C'est la surface au moment du contrôle. Non, c'est moins la surface, c'est la perte. En fait, nous, on a un indice qui est juste le loss, parce qu'on n'a pas. Alors, c'est un peu technique, mais en gros, ces données, elles ne donnent pas le gain. Donc, il ne peut pas y avoir de gain de couvert végétal, parce qu'on considère des biomes qui sont. Enfin, quand c'est négatif, c'est que tu gagnes de la couverture forestière, et quand c'est positif, c'est que... Alors en fait, on ne peut pas gagner de couverture forestière dans ces pixels, puisqu'on considère un biome en 2000 qui est fixe, et après on dit, voilà, il y a des pixels qui sont perdus. Après, il pourrait y avoir de la reforestation, mais de fait, ça, c'est pas étudié ces données-là ne permettent pas de regarder les gains. Donc, on n'a que des pertes, donc on a une part du pixel qui peut être perdue entre 2000 et 2023. Et on fait la différence entre traité et moins contrôle. Donc ici, comme on a un effet négatif, on voit qu'il y a moins de pertes dans les parcs qui ont mis en place les PPP. Ouais, merci pour la question, c'est vrai que ce n'était pas forcément évident. Et donc, et quand on moyenne cet effet, on voit qu'il y a 14 points de pourcentage en moins en moyenne, donc sur l'ensemble de la période. Et encore une fois, qui arrive après 7-10 ans après traitement, et on a des effets relativement faibles
inférieur à 10% d'abord. C'est quand même. On a des effets qui vont quand même jusqu'à près de 50%. On part du principe que dans tous les cas, il y a de la déforestation. Et dans tous les cas, dans tous les cas, il y a les de la déforestation, juste à même moins intense. C'est ça. Ok. Ouais, c'est pas 0,1. C'est un. Peut-être y avoir une trajectoire différente de ça. Qu'est-ce que tu en crois? C'est-à-dire que peut-être que. La reforestation. Ouais, tu peux avoir des parcs. Dans les parcs, dans tous les cas, qu'il y ait une ONG ou pas, il y a de la déforestation. Ouais. Cette hypothèse-là, en gros, quoi. Et en plus, c'est observé. Même en plein milieu de la RDC, il y a un peu d'agriculture, il y a toujours un peu des pertes. Après, c'est très faible au milieu de la RDC et très fort près des grandes villes, notamment à l'Est, par exemple. J'avais le cas où il y a une augmentation. Et alors, si, de fait, il y a aussi de la reforestation. Mais qui n'est pas ici considérée. Alors, pour la principale raison, je pense que la forêt secondaire n'est pas du tout comparable. Après, tout ce qui est un arbre ici est pris en compte. Donc, c'est pas un indice qui peut être facilement utilisé en Indonésie où les palmiers à huile vont être reconnus comme des arbres, par exemple. Donc, ça sous-estime s'il y a de la... Là, tu regardes s'il y a moins de déforestation, mais s'il y a de la reforestation, c'est pas pris en compte dans tes traitements. Ouais, exactement. Donc, par exemple, il peut y avoir une canopée qui se referme autour d'une route, par exemple, d'exploitation forestière et tout ça, et ça ne sera pas pris en compte. D'accord. Ouais. C'est que les pertes nettes, et donc il faut qu'un pixel de 30 mètres par 30 mètres perde plus de 50%. Donc ça fait à peu près 900 mètres carrés, c'est pas rien. Et s'il perd 50%, l'algorithme qui est utilisé considère qu'il est déforesté. Après, voilà, il y a aussi pas mal de limites dans ces données. Il y a des nouvelles données pour la forêt tropicale humide qui sont sorties. Ouais. Non, mais pour bien. Donc c'est une somme de pixels. Donc on compte les pixels de 30 mètres par 30 mètres qui vont être dans cette cellule de 5 km par 5 km qui vont être déforestés. Et ça nous donne une part de ce pixel déforesté et c'est ça qu'on va voter ici. Je sais juste, je rebondis sur ce que dit Arnaud, parce qu'il y a certaines zones d'Afrique où il y a un reverdissement en ce moment, mais naturel. Donc ça c'est au nord du Sahel, par exemple. En fait, est-ce que les zones protégées que vous prenez sont représentatives d'un phénomène global? C'est ça, en fait, ma question. Oui. Ouais, alors, là, l'idée, c'est qu'on compare. Alors, normalement, nous, on s'embête pas trop avec ça, du fait qu'on compare à chaque fois avant-après et traité moins contrôle. Donc, normalement, on est vraiment sur les résidus. Donc, on n'est pas inquiet par le fait qu'il y ait des différences structurelles entre les différents pixels ou même les différentes aires protégées. Et par ailleurs, on a des biomes qui sont relativement homogènes autour de l'équateur, donc on est plutôt sur de la forêt tropicale humide. Alors c'est pas forcément vrai pour l'ouest de Madagascar, c'est pas du tout vrai pour les parcs du Tchad, donc notamment vous faites référence au verdissement qui a notamment lieu au nord-est du Sahel, donc cette zone constate en effet un reverdissement et ici on la capture pas du tout, donc nous on s'intéresse que aux pertes, mais aussi, pour moi, à mon avis, c'est plutôt plus sûr parce que justement ce reverdissement n'est pas du tout lié à des politiques ou à des choix. Donc finalement, ça serait plutôt un biais, je pense, dans notre analyse qu'autre chose. Ouais. Et dans ces parcs, en fait, c'est que de la forêt primaire en fait qui est dedans. Alors pas du tout. C'est le problème de ces types de. Il y a des données un peu plus récentes qui sont que sur la forêt tropicale humide, donc qui restreindraient beaucoup notre échantillon, qui considère différents types d'usages. Donc, il différencie dégradation et déforestation. Il différencie quelques autres types de forêts, mangroves, bambous et plantations. Ici, le désavantage de ce type de ces données-là, c'est que tout ce qui est plus de 5 mètres, et en fait, c'est 5 mètres estimés selon la couleur observée par satellite, donc c'est même pas une hauteur de la canopée vraiment très précise. Mais donc, tout ce qui est plus de 5 mètres et qui est vert, ou qui dégage la photosynthèse, parce que c'est une différence entre suprarouge et infrarouge, qui fait qu'on estime qu'il y a de la photosynthèse sur ce pixel de 30 mètres sur 30 mètres. Donc, tout ce qui fait de la photosynthèse et qui sera plus de 5 mètres sera considéré comme un arbre. Donc, on a potentiellement des forêts secondaires, etc. De fait, il n'y a pas beaucoup de plantations dans les aires protégées. Donc, on est plutôt tranquille de ce point de vue-là.
même si c'est plutôt de l'agriculture de population riveraine, etc. Mais même si ça peut arriver, enfin exceptionnellement, je suis pas, voilà, j'imagine que ça puisse arriver. J'ai pas compris, du coup, votre donnée de base, c'est genre présence d'armes ou c'est genre un NDVI ou un truc comme ça, ou quelque chose. C'est pas un NDVI, mais c'est extrêmement proche. C'est une différence de spike. Alors là, j'arrive à mes limites de. Mais en fait, le NDVI, c'est suprared plus infrared sur la différence de Ça deux. dépend quand même de l'intensité de la canopée, il va être plus ou moins fort. Ah oui, clairement. Alors voilà. Du coup, après, vous faites une classique, genre oui, non, ou vous traitez ça comme. Alors, on fait des robustesses. Parce qu'en effet, on a en 2000, pour chaque pixel, on a un pourcentage de densité de canopée. Donc, en effet, ça va de 25% en dessous, on considère que c'est pas de la forêt, à plus de 75 pour les forêts tropicales humides. Et donc, clairement, on a des gradients. Et donc, nous, ce qu'on fait uniquement de ce point de vue-là, c'est on considère une forêt de 25% de pixels couverts. Donc, ça, c'est une forêt, disons, sahélienne avec quelques arbres éparses. Ou qui font moins de photosynthèse, et après on change le seuil et on dit bah, maintenant on considère les forêts à 75%. Donc là ça va être que un biome tropical humide avec très dense, typiquement forêt du bassin du Congo. Et en fait selon qu'on change ces seuils, on retrouve à peu près les mêmes, on retrouve la même évolution, en fait surtout cette différence significative. Donc c'est ça qui nous rassure, mais c'est vrai que c'est assez imparfait, c'est-à-dire que ouais. Et donc, si la déforestation ralentit, de par le traitement, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a arrêté d'abattre des arbres sauvagement et les espaces, enfin, il n'y a pas d'espace agricole dans ces zones-là, tu disais? Si, il peut y avoir de l'agriculture. Il y a même. Ça peut être des espaces agricoles qui sont abandonnés aussi au profit de la forêt? Non, parce que ça va pas être de la croissance. Ça va être que moins de coupes pour faire de l'agriculture. Mais après, là, c'est une simplification. Nous, ce qu'on observe, c'est moins de coupes. Après, on interprète parce qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur l'Afrique subsaharienne qui montrent que finalement les usages industriels sont beaucoup plus limités. Donc, il y a de l'exploitation forestière, par exemple en bassin du Congo. Il y a des plantations hein, de palmiers à huile, EVA, etc. Mais normalement, elles n'ont pas lieu dans ces parcs. Et en Afrique subsaharienne, il y en a beaucoup moins qu'en Indonésie ou en Amazonie. Donc finalement, on est assez serein de ce point de vue-là, dans le sens où la majeure partie des coupes dans ces zones d'Afrique subsaharienne, c'est très largement des coupes de petite taille, smallholder agriculture, c'est-à-dire de shifting, voilà, c'est un changement d'usage des sols lié notamment autour des zones peuplées, etc. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant ensuite de regarder un peu plus précisément quel type de coupe c'est, et ça c'est un peu plus de travail parce que ça nécessite des classifications justement qui ont été faites, hein, mais pas dans le temps. Elles ont été faites en 2018 par exemple sur l'ensemble au niveau global, montrant que l'Afrique subsaharienne était très largement de la petite agriculture. Les coupes étaient pour de la petite agriculture locale, donc des petites surfaces, ou du brûlis, etc. Mais assez peu industriel, mais il y en a. Et il y a aussi un tout petit peu d'urbanisation, il y a aussi d'autres types. Mais en général, dans les parcs, on est plutôt pas concerné par les plantations industrielles, et l'urbanisation ou Par exemple, ça peut être aussi des feux de forêt. Mais la gestion forestière aussi, c'est-à-dire qu'ils coupent et qu'ils replantent. Alors, les parcs, les concessions, par exemple, je travaille aussi sur le bassin du Congo, sur les plans d'aménagement forestier, et donc les concessions forestières dans le bassin du Congo sont pas dans les mêmes endroits que les aires protégées. Donc ici, on n'aura pas d'exploitation forestière. Non. Après, ça peut être de l'exploitation forestière illégale, etc., mais c'est un peu plus marginal parce que ça demande un peu d'investissement. Donc il y a un effet de la présence d'ONG qui réduit les coûts. Est-ce qu'on a des explications? Comment ça marche en fait? Pourquoi les ONG? C'est là où c'est très frustre notre. Non, mais j'imagine qu'il y a une discussion, des spéculations, mais est-ce que c'est en payant en donnant de l'argent aux agriculteurs qui ne défrichent pas? Concrètement, en fait, comment ça. Et c'est là où, sur les mécanismes, on reste très frustre. Alors nous, on pense que ça apporte de l'information de dire déjà qu'après ces PPP, ça marche, quoi. Après, une prochaine étape, il me semble, enfin moi j'aimerais bien travailler là-dessus, c'est de regarder un peu les budgets des parcs
et de se dire déjà, est-ce que 1 euro mis dans la conservation dans des PPP est plus efficace que 1 euro public? Parce que c'est pas du tout dit. Il y a beaucoup, beaucoup plus de moyens dans ces ONG-là. Donc, en fait, c'est pas dit qu'ils soient plus efficaces, efficients, en tout cas, au regard de ce qu'ils ont mis en œuvre. Donc ça, déjà, c'est une première question. Et ensuite, il y a aussi beaucoup de détracteurs qui vont dire, bah, il y a moins de déforestation, mais c'est parce qu'ils ont repoussé des populations locales en dehors des frontières du parc, ce qui s'est notamment observé dans le sud du Kenya et qui a été beaucoup décrié. Les bingos, comme disent les détracteurs, mais donc les grosses ONG de conservation. Concrètement, ces ONG, elles emploient des gardes, c'est ça? En gros, pour la police, c'est ça. Qui soit empêche de couper, soit dit aux gens de partir, c'est ça? Le gros du traitement, on va dire, de la différence entre un parc national qui a très peu de moyens et un parc en partenariat avec une ONG, ça va être des éco-gardes et donc des gens armés sur le terrain. Alors, notamment armés dans les zones de conflit, hein, parce qu'il y a aussi des parcs qui sont tout près de Goma, en RDC, etc., où là, il y a vraiment des enjeux de sécurité massifs et de déforestation importants. Et là, donc, il y a vraiment besoin de... Mais il y a aussi des zones qui ne sont pas nécessairement des zones de conflit, où on va avoir potentiellement des attitudes conflictogènes, ou je ne sais pas comment on peut dire, mais où on peut avoir C'est ça que tu voulais dire des par populations autochtones. le fait qu'African Park Network était controversé. Ouais. C'est ça. En C'est fait. exactement ça. C'est le fait qu'ils s'intéressent à la conservation et que parfois ils prennent pas assez en compte les besoins des populations locales. C'est notamment c'est notamment le cas dans les grands parcs d'Afrique de l'Est où en fait ça fait 1000 ans qu'il y a de la transhumance et du pastoralisme et qu'aujourd'hui parfois des populations sont gentiment contraintes de ne pas continuer de faire leur transhumance dans des zones qui sont censées être protégées. Il y a une thèse d'un historien de Rennes, Guillaume Blanc, qui a écrit notamment un bouquin, Le colonialisme vert, qui remonte sur toute l'historique de la fondation de toute la conservation internationale en montrant que c'est des sociétés de chasse, notamment anglo-saxonne, qui est à l'origine de la conservation. Alors après, sa thèse, lui, c'est qu'il y a un Éden africain qu'il faut protéger de l'homme et que c'est une vision très post-coloniale de la conservation. Donc, on est tout à fait conscient de ces limites-là. On n'est d'ailleurs pas forcément toujours tous d'accord au sein de l'équipe sur ces enjeux-là, mais et c'est assez complexe. Mais nous, on estimait que déjà de dire qu'il y a des pertes moins importantes lorsqu'on met des moyens, c'était une information importante qui peut être utile pour la décision des politiques publiques en se disant, bon, bah, au moins, on sait qu'on peut le faire. Après, dans quel moyen? Peut-être que ça demanderait ensuite une analyse d'hétérogénéité et surtout de données un peu plus précises localement, ce qui ça peut prendre pas mal plus de temps pour creuser les mécanismes et comment ils évitent la déforestation, quel type de parc les évite plus, parce que là c'est une moyenne, hein, c'est encore une fois c'est une moyenne de tous les échantillons. Alors qui est robuste quand on enlève Madagascar où c'est vraiment très différent, où c'est vraiment des ONG locales, des petites aires protégées, qui est robuste quand on prend différents types de forêts en compte, quand on prend un matching moins strict ou plus strict. Donc globalement, c'est assez robuste, mais on ne peut pas en dire beaucoup plus sur les mécanismes. Et ça reste très frustrant. Et même pour les politiques publiques, ce n'est pas forcément insuffisant. Et une dernière chose que je pourrais apporter, c'est que comme très souvent dans les analyses de conservation, enfin d'air protégé, en fait, si on construit un indice de pression anthropogénique avant, donc en 2000 et en 2003 pour les données dans lesquelles on n'a pas l'année 2000. Donc c'est le couvert forestier, la population, la distance à la ville la plus proche, la présence d'agriculture, la distance à la frontière du parc où il y a souvent plus de pression. Et ben en fait, on peut considérer des pixels qui sont plus pressurisés, où il y a plus de pression anthropogénique et des pixels où il y en a moins. Et si on prend la médiane de cet indice qui fait une somme une somme centrée réduite de tous ces indicateurs, et ben en fait on a les pixels, la moitié de l'échantillon sur nos 18 000 pixels, on va en avoir 9 000 qui vont être à faible pression et 9 000 qui vont être à forte pression. Et on voit que notre effet, il réside uniquement dans les pixels à forte pression. Donc ça, c'est un résultat très classique dans les analyses d'efficacité des aires protégées, où en fait, évidemment, quand on met un parc dans une zone sans pression, bah, on conserve mieux, il y a moins de pertes. Mais voilà. Mais on retrouve quand même des effets significatifs autour de 10 à 15 ans après la mise en place du PVP. En gros, c'est ça. Alors là, c'est sur la
là, c'est sur l'altitude, mais on l'a fait pour toutes les variables considérées, notre variable de pression anthropogénique, et on voit que typiquement, ça va être plus des zones de plaine avec une altitude faible qui vont être mieux conservées que des zones en altitude où l'agriculture est plus difficile et où tout simplement il y a moins de population. Donc ça, c'est assez évident. Et voilà, donc j'ai très largement déjà discuté les critiques, les inquiétudes d'ordre éthique sur ce type de partenariat où encore une fois, elles sont très critiquées pour faciliter la privatisation de la conservation, mais aussi la militarisation, parce que c'est pas que le cas dans les zones de conflit. Parfois, c'est un peu, ça crée des conflits et ça pose des problèmes d'inclusion, et notamment au regard d'analyses plus récentes sur les Indigenous People Lands, donc les terres gérées ou sous contrôle de populations autochtones qui sont de plus en plus étudiées et qui ne sont pas du tout mises en avant. Les communautés locales, et tu parlais par exemple de paiement pour services écosystémiques ou de compensation. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans ce type de partenariat, mais ce n'est pas leur modèle. Leur modèle, c'est plutôt de mettre des éco-gardes et de faire respecter certaines contraintes de chasse, etc. Parce que ça, c'est un moyen, en fait, j'avais entendu parler de ça, même à un sujet d'étude, quelle somme il faut donner à un agriculteur pour qu'il accepte de ne pas couper et de ne pas agrandir ses parcelles pour la forêt. En Amérique du Sud, par exemple, je crois que c'est vraiment un truc qui est étudié, quoi. Oui, même il y a des économistes qui travaillent sur l'Ouganda, des programmes de paiement pour services écosystémiques. Qui dépendent beaucoup de ce que les gens en gagnent, en fait. Peut-être que ce serait plus efficace pour payer des gardes, hein, je sais pas. Enfin, je sais pas. Ah oui, moi, j'ai pas tôt d'aller sur la question. Nous, on dit pas que c'est la panacée. L'idée, c'est de dire, bon, bah, déjà, on peut partir du constat qu'il y a un peu moins de déforestation à l'intérieur de ces parcs. Dans les pays riches, enfin, européens ou les pays riches, est-ce que les parcs, il y a aussi le même type, savoir des parcs purement publics et des parcs avec le privé, des ONG ou autre chose, des associations. Je ne sais pas comment de ce type de partenariat. Je pense que les besoins sont moins importants. Il n'y a pas vraiment ce type de partenariat. Je ne pense pas, mais je connais moins les pays du Nord. Ouais, ça va venir. On aura plus d'ONB. Ah oui, non, parce qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas vraiment de privé là-dedans. Je crois que pour l'instant, c'est uniquement public et puis il y a du boulot. Parcs nationaux, les parcs régionaux, les réserves nationales. Et typiquement, c'est vraiment, c'est pas un hasard qu'on s'intéresse à l'Afrique subsaharienne, c'est quand même beaucoup dans cette zone qu'il y a ce type de partenariat. Oui, c'est moins le cas, par exemple, en Amérique du Sud, j'ai pas connaissance de tel. Il y a des différences entre les zones anglophones et francophones? Alors, notre début, ils ont clairement été African Park Networks, qui est quand même 22 parcs, donc une part non négligeable de notre échantillon, ont été beaucoup plus actifs en Afrique de l'Est. Donc, il y a clairement eu plus de pays concernés dans les pays anglophones au début. Et aujourd'hui, ils s'étendent à plein de pays francophones aussi. Je n'ai pas regardé si les tendances. Ah oui, bonne question. En plus, oui, c'est une bonne question, et ça, il faut que je le note, parce qu'en effet, on n'a pas du tout regardé ça. En plus, c'est des variables que j'utilisais il y a quelques jours. Mais regardez quoi, la langue du pays? Oui, on a des indices de post-colonial. De type de colonisation. En général, c'est portugais, anglais, français. C'est pas fait de toute façon, parce que le problème ici, c'est qu'on va avoir assez peu de pays francophones, typiquement. Au Gabon, là, il y a Mada qui est quand même la moitié de l'échantillon, Gabon, Congo, RDC. Non, si, c'est vrai. C'est marrant, mais j'avais pas lu ces 30. Peut-être qu'il y a un décalage d'ailleurs dans la mise en route des traitements. Ça a d'abord été côté anglophone et ensuite ça c'est très très clair. Donc en jaune, c'est les plus tardives, et on voit bien que les vertes
et notamment avant 2000 et pendant les années 2000-2010. Alors, il y en a deux au Congo qui est un petit peu Ouais, c'est pas sûr. Virunga, donc là, ça va être plutôt des zones francophones aussi. Mais le premier a lieu en Zambie en 90, par exemple. C'est Kassanka, c'est celui-là. Et en fait, il y en a beaucoup de petits qu'on ne voit pas, donc c'est pas forcément la meilleure façon de le représenter. Mais il y a clairement beaucoup de pays anglophones au début et plus des pays francophones ensuite. Regarde le chat, il y avait trois trucs. C'est peut-être par rapport à ma remarque. Ouais. Quoique, c'est il n'y a pas trop longtemps. Et donc là, je ne sais pas. En plus, je ne suis pas vraiment un spécialiste, donc je ne pourrais pas forcément répondre. Encerclé parfois sans un effet mis pour quelqu'un. Oui, alors voilà, c'est sûr que c'est beaucoup décrié et qu'il y a en effet donc des cas où ça a été démontré qu'il y a des problèmes, que ça crée vraiment des situations conflictogènes qui mettent en dehors les populations autochtones. Et oui, et l'RDC, c'est un peu spécifique, ça fait que c'est belge. Après, dans les classifications que j'avais fait, j'avais travaillé sur la filière coton, j'avoue que on faisait plus francophone versus anglophone, et donc en général, on regroupait. Après, il y avait les lusophones, mais on regroupait la Belgique et la communauté française sont de certains points de vue assez comparables, mais pas uniquement. Voilà, en gros. Merci. Au Gabon, là, je regardais sur ta carte, vous n'avez pas de point au Gabon, là, dans votre équipe? Je ne crois pas qu'il y ait de point au Gabon, non. Non. À moins que. Alors, moi, je ne suis pas un grand spécialiste, c'est plus mon co-auteur. Non, c'est le Congo ici. Non, il n'y a aucun point au Gabon. Au Gabon, là, il y avait eu un plan massif là, de mise en réserve d'une bonne partie du pays sous Obama, là, quand les Américains ont débarqué avec Colin Powell qui était Ah oui, dans les années 2000. à la manette. Là, ils avaient mis sous cloche une bonne partie du pays. Je ne sais pas si ça a donné, sachant que par ailleurs, il y a de l'exploitation de bois. C'est ça, il y a de l'exploitation forestière avec aussi beaucoup de mesures. Il y a eu un ban, ils ont interdit l'exportation de grumes non transformées pour obliger notamment les Chinois, mais aussi les Européens à transformer sur place. Donc le Gabon est assez volontariste de ce point de vue-là, sachant qu'en plus c'est un pays assez peu, il y a une population faible et donc les trois quarts du pays c'est vraiment de la forêt encore assez intacte. Et pour le bassin du Congo, c'est une zone encore très très protégée. Et FSC se développe dans ces régions. C'est ce label. FSC. Alors, par ailleurs, je travaille sur les plans d'aménagement forestier dans le bassin du Congo, où la certification FSC arrive quelques années après ces plans d'aménagement. Et donc, oui, dans donc là, nous, on étudie 5 pays, mais il y en a 6 avec la Guinée équatoriale qu'on n'a pas dans notre échantillon, là, dans notre autre papier, où on regarde la mise en œuvre des plans d'aménagement. Mais donc, FSC, c'est juste la certification derrière qui va valider ces plans d'aménagement. La traçabilité au bois. C'est super décrit. Qui est dans la qualité. Ça sort d'exemple. Ça a été dévoyé, je pense. Ça répond aux intérêts économiques plus, peut-être. Disons qu'il n'y a pas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autre alternative que. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre. C'est ça. Et dans cet autre papier, on montre aussi que les pertes de couvert suite à la mise en œuvre de plans d'aménagement forestier qui sont censés être l'étape avant la certification et qui nécessitent quand même pas mal de coûts pour les concessions forestières, limitent la dégradation et la déforestation. Mais c'est une amplitude assez faible. Ces études-là, vous n'avez pas travaillé avec les équipes du CIRAD? Alors, on a présenté à AMAP et à Sens, donc il y a pas mal de gens du CIRAD, assez récemment, ça les a beaucoup intéressés. Voilà, pour l'instant, on n'a pas de... Le Gabon, projet de refin, ils ont des projets au Gabon, en RDC, en République centrafricaine et tout ça. Donc, ils travaillent pas dans les aires protégées, mais dans les zones, avec les concessions et la gestion des forêts, notamment. Dans ce côté... C'est ça, ce sera plutôt... Les forêts, c'est-à-dire on coupe, mais on replante. Donc, la notion de couvert végétal, elle est
Ça sera plutôt pour le coup dans les concessions forestières. Parce qu'en gros, dans la zone du bassin du Congo, en dehors les zones de forêt tropicale humide qui ne sont pas protégées, elles sont sous concession. Donc en gros, il y a un découpage quasi exhaustif entre concessions forestières et à protéger. Donc là, c'est vraiment l'autre problématique. Dans ce cas-là, ça va être plus les problématiques de concession où il va y avoir pour le coup des plans d'aménagement qui visent à mettre un peu d'infrastructure à disposition des populations qui vivent au sein des parcs. Ça va être un peu des problématiques différentes, mais Dans des suivis de parcelles, c'est des dispositifs qui ont 40 années de suivi, quoi. ouais, ça serait super intéressant pour nous. Après, je travaille avec des gens de l'IRD là-dessus, mais pas plus des télédétecteurs et des gens spécialistes des concessions que du terrain. Mais vous envisagez des comparaisons avec la zone américaine, asiatique les politiques, j'imagine, ne sont pas forcément les mêmes. C'est ça. Ne sont pas les mêmes. Je pense qu'on ne pourrait pas vraiment avoir la même question de recherche parce que ce ne serait pas des zones, ce ne serait pas des partenariats, ce serait plutôt différents types de lois de conservation. Alors l'Amazonie est très très étudiée. J'ai des collègues qui travaillent sur l'Amazonie. C'est un peu différent et l'Indonésie c'est encore très différent encore une fois avec vraiment de l'exploitation industrielle. Des zones beaucoup plus accessibles, donc beaucoup plus abîmées aussi. Et puis en Amazonie, il y a vraiment un front pionnier. Donc, il y a plus une analyse temporelle où ils font d'abord du soja et ensuite du bœuf, quoi, en gros, pour faire très simple. Alors qu'ici, on est vraiment sur un schéma différent où ça va être du morcellement et du grignotage près des zones accessibles, donc via les fleuves, notamment autour des grands fleuves de la RDC, on a beaucoup de déforestation, et après, près des villes ou des lieux d'habitation. Donc, avec cette idée de pression anthropogénique qu'on discutait. Mais je pense que les problématiques sont vraiment très différentes. Et puis, on connaît aussi un peu moins. Donc, mais je reste ouvert à essayer à discuter avec des gens de la conservation au nord. Je pense que c'est des problématiques qui peuvent se poser, même si ce n'est pas dans ces termes. L'efficacité de la conservation, de plus en plus, elle peut être suivie via le couvert forestier par satellite, donc sans avoir de données coûteuses à mettre en œuvre. On peut faire ce type d'analyse et en fait, c'est assez déjà informatif sur l'efficacité. Conservation efficace d'ailleurs. Qu'est-ce que vous mettez derrière? Alors, En fait, typiquement, les données de biodiversité, nous, on serait super contents d'avoir des indices de présence qui couvrent un peu des territoires et qui sont un peu homogènes, ou même au niveau global, je ne sais pas quoi. Je crois que c'est compliqué à avoir. Donc, il y a des données d'oiseaux c'est les meilleures, notamment en France. J'ai des collègues qui travaillent sur la quantité d'oiseaux. C'est déjà un gros enjeu assez difficile puisqu'il faut considérer les différents types il y a des endroits qui sont beaucoup plus renseignés que d'autres, donc on a des vrais problèmes de biais statistiques. Alors, la bonne conservation, je pense que vous sauriez beaucoup mieux que moi le dire, mais nous, là, c'est très très frustrant. On dit juste, si on arrive à conserver le couvert, déjà, on a l'habitat. Donc, c'est un raisonnement qui vise à dire, tant qu'on a de l'habitat, on peut avoir de la biodiversité, mais on peut, c'est pas forcé qu'il y en ait. Ça dépend de quel type de couvert. Il faut faire le pendant avec le bien-être des humains, parce que malheureusement, tout est anthropisé. Et en Afrique, là, on parlait du pastoralisme, on parlait des gens qui ont besoin de faire des cultures pour vivre, etc. Donc, comment on gère ça? Je peux donner l'exemple du parc des Virunga, où j'ai un collègue qui a travaillé 4 ans, qui met en place aujourd'hui, je vous donne 2 exemples de programmes qu'il met en place. Donc, il a importé 40 000 cookers électriques du Kenya, qui coûtent autour de $15 l'unité, pour distribuer, pour éviter le charbon de brûler, pour faire du charbon de bois pour du fuel, quoi. Enfin, on appelle ça bois de chauffe, mais voilà. C'est les montagnes de glyphosate, ça, les Exactement, c'est pour notamment la conservation du gorille des forêts, je crois. Non, l'éléphant de forêt, mais c'est. Hein, et exactement, c'est ça, c'est le premier parc. Il a 100 ans cette année, donc il sort un grand ouvrage sur ce parc cette année.
Et après, ils mettent en place des programmes d'insertion professionnelle pour essayer de limiter l'agriculture. Donc, ce sera plus de l'artisanat local, de l'aide à l'insertion des jeunes, etc. Mais c'est des questions hyper compliquées. Peut-être que la bonne conservation, c'est aussi justement de savoir faire en sorte que ces deux objectifs soient respectés et que les populations locales arrivent à vivre quand même. Il y a notamment beaucoup de débats sur la viande de brousse en Afrique centrale, sur essayer de limiter certains usages qui peuvent être ancestraux. Donc, c'est des questions hyper compliquées éthiquement. C'est très, très... Ouais, en tant que scientifique, on a peut-être à réfléchir à, en effet, qu'est-ce qu'on peut étudier là-dessus. Après, cette question-là, pour moi, elle est sociale et c'est aux populations de décider d'une manière démocratique comment ils veulent, eux, gérer leur environnement, dans un cadre idéal. J'ai du mal à... Enfin, ça me gênerait un peu qu'on s'approprie cette question, en fait. Mais ça va tourner de la politique, après. Oui, voilà, ça, c'est de la politique. Comment vous faites retour, d'ailleurs, tu parlais éventuellement donner de l'info pour les politiques publiques. Comment vous faites retour vers les pays en question, si vous le faites? Alors, on a eu des échos que African Park était très content de notre actu. Donc, pas forcément, ça marche. Donc, ça, c'est pas vraiment une réponse. Après, on a eu pas mal d'articles de presse. Donc, ça, c'était assez satisfaisant. Il y a vraiment une reprise tant au nord que des sites qui s'intéressent plus aux pays du Sud, genre Mongabé, tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de reprises. Et pour l'instant, ça fait 6 mois à peine qu'il est publié. Donc pour l'instant, on est un peu dans l'expectative. On n'a pas eu vraiment de retour. Et à part mon collègue qui travaille directement beaucoup avec les Virunga et en DC et d'autres parcs, on n'a pas encore vraiment de... Alors là, je vais m'intéresser dans un autre projet à la conservation marine dans le sud-ouest de l'océan Indien. Donc, on regarde un peu Madagascar et les Comores, plus les interactions, encore une fois, beaucoup de forêts, parce que c'est les seules données qu'on a, parce qu'on n'a pas beaucoup de données à grande échelle, et où là, ce sera plus des interactions marins-terrestres, ou comment, finalement, subvenir à ce besoin peut nécessiter l'exploitation de l'un ou de l'autre, et donc comment conserver l'un peut avoir un impact sur l'autre. C'est plutôt des choses de spillovers entre marins et terrestres. Après... voilà, en dehors de ça, on n'a pas eu de retour spécifiquement, mais on est très intéressé. En termes de pourcentage, est-ce qu'on peut évaluer quand même entre la date zéro de démarrage du partenariat? Ça représente comme limitation de la déforestation en pourcentage. En moyenne, on estime qu'il y a 14 points de pourcentage de différence. C'est là, oui. Donc ça fait à peu près 13,4%. Et quand on le compare à la moyenne, donc c'est ça qui est intéressant comme travail, mais là, ce chiffre-là n'est pas, il dépend de la structure de l'échantillon. Donc c'est un peu compliqué, mais l'idée, c'est de dire que quand on calcule la déforestation moyenne dans nos contrôles, donc on prend les 991 parcs potentiels contrôles, et on regarde combien ils déforestent en moyenne. Donc un pixel moyen d'un parc contrôle, il va avoir déforesté 14 points de pourcentage en plus par rapport à notre moyenne pixel dans nos PPP, mais ça représente en fait 50% de la déforestation observée sur cette période. Donc ça paraît un peu contradictoire, mais c'est juste que la structure de l'échantillon veut que un point de pourcentage, c'est pas pareil dans différents parcs. Donc voilà, donc quand on a beaucoup de gros parcs, bah, ça va faire plutôt... Ici, ça veut dire qu'on a beaucoup de parcs qui déforestent pas mal dans nos contrôles. Et donc, quand on compare, on va avoir, en fait, ces 14%, ça représente quand même la moitié de la déforestation observée sur 23 ans, enfin 22. Donc, c'est 23, ouais. C'est quand même significatif. Et c'est aussi ça qui fait que le résultat, même s'il est tout juste significatif et que le fait qu'il soit très robuste et surtout d'une amplitude aussi importante, ça montre que quand il y a des moyens, alors après, c'est vraiment des moyens complètement différents, hein, mais quand il y en a, ça marche. Alors après, ça marche à quel coût? Ça, c'est une vraie question. Il y a tous ces problématiques, mais au moins, on avance un peu dans le débat de savoir qu'est-ce qui se passe dans ces zones. Sur les moyens mis en œuvre, tu parlais de garde, d'éco-garde. Il n'y a pas aussi tout un travail de sensibilisation, d'éducation des populations aussi? Si, il y a plein de projets locaux. Là, par exemple,
Je vois une ONG à Mohéli aux Comores qui fait donc c'est typiquement ce genre de partenariat-là et ils font énormément de projets d'agro. Alors il y a des choses compatibles avec le tourisme, donc tout ce qui est écotourisme, écologe, donc ça c'est très en vogue, pardon, dans ces parcs en PPP parce que ça leur permet de dégager des financements. Donc c'est beaucoup le schéma des safaris d'Afrique de l'Est, hein, malheureusement, où en fait on va avoir des zones qui sont réservées à des blancs riches parce que c'est assez coûteux hein, quand on va dans un parc de Tanzanie ou Kenya, c'est pas négligeable. Alors souvent c'est moins cher pour les locaux, mais voilà, ils en profitent pas beaucoup. Mais c'est clairement des revenus non négligeables pour ces parcs. Donc ça, c'est ce qui leur permet de dégager des revenus. Mais après, il y a aussi beaucoup de projets locaux, d'agroforesterie, de sensibilisation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet et parfois des PES, donc des paiements pour ne pas toucher à la forêt. Ça va être des... Et ça, nous, on s'intéresse aussi à essayer de développer des analyses contrefactuelles à plus petite échelle, comme ça, pour essayer de voir si ces paiements sont utiles. Est-ce que souvent, ce qu'on trouve, c'est que tant qu'on paye, les gens ne coupent pas, et puis quand on arrête de payer, finalement, ils coupent, ce qui est assez logique. Ou alors qu'il y a un effet d'aubaine, c'est-à-dire que un effet d'aubaine, c'est-à-dire que oui, là où on aborde de l'argent, ils ne coupent pas, mais il peut y avoir du leakage, donc de la fuite des effets, c'est-à-dire que 5 km plus loin, ils vont couper un peu plus, donc ça va compenser, et au final, on va avoir un effet additionnel zéro. Donc c'est vraiment, nous, ce qu'on essaye d'apporter dans ces travaux, c'est d'estimer assez proprement l'additionnalité de la déforestation évitée, et de montrer que justement le leakage est limité, etc. Allez, on a encore 3. Le Gabon. Ah oui, donc. Ah, on a peut-être oublié un parc. Alors, je note WCS au Gabon. Mais après, pas forcément le même type de partenariat. Changement de régime, c'est plus le cas. Ah oui, donc en plus depuis 2 ans ou 1 an et demi. Il n'y a plus Ali Bongo, c'est le chef de la garde présidentielle là qui a pris le super. Pour la conservation, il va. Il a tout coupé parce que aussi, je ne connais pas l'expert du Gabon, ça ne m'étonne pas. En regardant le retour économique des populations locales, alors le Human Development Index, ça va être un. Donc là, il y a Julio Benavides, je ne sais pas si vous arrivez à lire, qui dit qu'on pourrait regarder un petit peu le développement économique. Alors, par ailleurs, on a aussi beaucoup d'études qui prennent des données d'enquête internationales, qui sont les Demographic and Health Surveys, donc des enquêtes standardisées au niveau international qui ont lieu dans 48 pays du Sud et qui sont géolocalisés. C'est-à-dire que depuis 2000, les enquêteurs ont un GPS. Et donc ça, pour nous, c'est super utile. Donc on essaie de regarder aussi dans d'autres projets, notamment dans le sud-ouest de l'océan Indien, quel impact en termes de santé, parce que c'est des choses qui sont faciles à mesurer. Donc c'est notamment de l'anthropométrie. Donc on mesure et on pèse les enfants de moins de 5 ans. Et ça permet de voir quel effet socio-économique, ou en tout cas en termes de bien-être des populations riveraines, peuvent avoir la conservation. Donc ça, c'est typiquement ce genre d'études qu'on fait. Alors, ce ne sera pas des indicateurs aussi développés que le Human Development Index qui va prendre en compte la richesse, donc GDP, l'éducation et la santé, parce que ces indicateurs sont uniquement disponibles au niveau national, mais on a des moyens pour regarder ce genre de choses. Le problème est qu'il faut de la puissance statistique et donc en général, du point de vue des mesures de conservation, c'est beaucoup plus frustrant. Ça va être juste aire protégée versus en dehors d'une aire protégée, parce que sinon on n'a pas assez d'observations de ces enquêtes. Mais il y a un doctorant de mon collègue qui travaille là-dessus, qui a Paris ses enquêtes avec cet échantillon et qui va regarder en termes de DHS, donc de santé des enfants a priori de moins de 5 ans. Est-ce qu'en moyenne, on a une sécurité alimentaire, une diversité des régimes et des indices anthropométriques plus satisfaisants à proximité de ces parcs que d'autres parcs. Et ça peut être très intéressant, puisque typiquement, indirectement, les conflits et les effets pour les populations locales pourront être mesurés, avec des problèmes de migration et d'autres enjeux de biais statistiques. Je pense qu'on peut se permettre de prendre un territoire. Alors oui,
Oui, alors ça c'est intéressant de se dire aussi que considérer le parc et les régions alentours, ça permet de mieux en prendre en compte le leakage. Alors nous, sur la demande d'un référé, ce qu'on a juste fait de ce point de vue-là, c'est prendre les 5 km de bordure autour du parc et de les comparer avec l'intérieur. Et on montre qu'a priori, on n'a pas de problème de leakage, mais comme on compare déjà ici déjà des parcs avec d'autres parcs, euh, c'est un peu plus compliqué de. Non, mais c'est une vraie question. En fait, on s'est posé cette question du leakage, mais j'ai un peu oublié pour être très honnête. Donc, on a fait ces buffers autour de parcs de 5 km. Voilà. Et c'est vrai que ça peut être intéressant au niveau du territoire de voir comment. Vous disiez que c'est pas parce que ça a un effet positif à l'intérieur que ça va pas empirer la situation sur les 20 ou 25 km plus loin. Donc, considérer le chez territoire, ça permet d'évaluer le rôle. Est-ce que c'est un rôle sain, entre guillemets? Est-ce que ça pose, c'est pas reculer pour mieux sauter, ça faire juste le problème ailleurs, en fait. Surtout si on expulse les populations du parc, il y a des problèmes, il y a des chances qu'il y ait des effets en dehors. Est-ce que j'avais gardé. Et non, je n'ai pas ici ce qu'on a fait sur le. Donc, je ne peux pas répondre sur le leakage, mais en gros, on avait montré que pour les 5 km autour des parcs, ça ne changeait pas grand-chose. Mais il faudrait peut-être l'élargir à des territoires entiers. On ne peut plus se permettre de conserver à tout prix, donc critique des VPP, tout à fait d'accord. Voilà. Ah oui, ça c'est toujours le Gabon. Bon, en tout cas, merci pour toutes les questions et votre intérêt. Merci. Et on est toujours disponible par mail et tout ça pour répondre à des questions ou Merci. réfléchir.